Eh bien, bienvenue! Je suis heureuse que vous soyez avec nous ce midi. Je me présente, je m'appelle Céline Bouffard, je travaille en transfert de connaissances à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Je vous rappelle le titre de la conférence, là, mais c'est les défis de la surmédicalisation en santé mentale. Quelques mots sur notre conférencière, plusieurs la connaissent, Dr. Mélissa Généreux. C'est une médecin spécialiste en santé publique et professeure titulaire de l'Université de Sherbrooke. Après avoir œuvré comme directrice de santé publique en Estrie pendant 6 ans, elle agit maintenant comme médecin conseil à la direction de santé publique de l'Estrie. Son expertise en lien avec la gestion de catastrophes s'est développée par son implication lors de la tragédie ferroviaire du lac Mégantic et de plusieurs autres crises subséquentes. Elle a collaboré au développement et à l'implantation d'un réseau d'éclaireurs en santé psychologique dans l'ensemble du Québec et mène régulièrement des enquêtes portant sur le bien-être de la population en contexte de crise sociale. Donc, sans plus attendre, Mélissa, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci beaucoup. Donc, vous m'entendez bien. Donc, je tiens à dire que c'est quand même une drôle d'histoire pourquoi on s'est mis mon équipe et moi, à mettre un peu plus l'accent sur la surmédicalisation en santé mentale. Quand je dis mon équipe et moi, c'est l'équipe, peut-être que certains le savent, d'autres non, mais on a une équipe à la direction de santé publique de l'Estrie qui s'occupe d'abord promotion, prévention de la santé mentale, d'abord et avant tout chez les adultes, mais on s'intéresse aussi évidemment aux adolescents et plus sous l'angle des différentes problématiques qu'ils peuvent vivre et les facteurs qui peuvent être associés. Donc, dans ce contexte-là, ça fait déjà 2, 3 ans qu'on essaie de capter toutes les sources de données dont on dispose pour être capable de dresser le meilleur portrait possible des enjeux de santé mentale que notre population estrienne et plus largement québécoise peut vivre. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rendu compte, et c'est un peu l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rendu compte que oui, vous allez voir qu'il y a des enjeux progressifs là, et qui évoluent dans le mauvais sens pour certains groupes d'âge, notamment en matière de détresse psychologique ou de troubles de santé mentale rapportés. Mais on se rend compte aussi qu'il y a une hausse assez impressionnante de prescription et de consommation de médicaments en lien avec ces troubles-là. Donc, on va avoir une réflexion un peu critique par rapport à ça. Vous êtes un des premiers publics à qui on en parle, surtout là, de façon aussi étoffée. Donc, je pense que la période de questions va être super intéressante. Questions, commentaires, échanges. Donc, comme on dit, c'est un peu, on est en rodage, puis on est très, très ouverte, là, mon équipe et moi, à recueillir vos commentaires, critiques, suggestions d'amélioration. D'ailleurs, dès qu'on commence, on trouvait important de vous mettre en garde le fait que quand on va présenter certaines statistiques ou certains regards critiques sur notamment la hausse des prescriptions en lien avec la santé mentale, évidemment, le but ici, c'est pas de stigmatiser personne, c'est pas de juger du parcours ou du choix de vie ou de chaque personne de façon individuelle, mais pas du tout. On n'est pas non plus anti-médication. Au contraire, c'est vraiment plus d'avoir un regard sociétal sur certaines pratiques qui peuvent amener, selon nous, à une certaine surmédicalisation. Du moins, c'est l'hypothèse qu'on pose aujourd'hui. Donc, dans les objectifs, c'était déjà mentionné dans le cadre de l'invitation à la présentation, mais on va faire un premier tour de roue sur justement les grandes tendances populationnelles qu'on a pu observer à travers différentes sources de données. Vous allez voir que je vais mettre un peu plus l'accent sur le Québec que l'Estrie quand on note pas de différence flagrante entre notre région et l'ensemble de la province. Et quand notre région se distingue, je vais pouvoir vous le mettre de l'avant. Donc, on trouvait que les données étaient juste plus stables quand on regarde l'ensemble de la province par sous-groupe d'âge, par exemple. Ensuite, on va se questionner, c'est des hypothèses sur les mécanismes sociétaux qui peuvent expliquer un peu le phénomène de surmédicalisation qu'on va voir. Et je vais mouiller un peu sur un modèle de soins de première ligne, là, vraiment dans ces grandes lignes, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, qui, selon nous, pourrait contribuer à mieux répondre aux besoins de santé, puis à atténuer le phénomène de surmédicalisation. Donc, les tendances sociétales, c'est sûr qu'avant de rentrer dans les portraits en tant que tels, on sait on s'est mis à beaucoup plus s'intéresser à ça dans un contexte de la pandémie. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à parler d'une crise, une crise qui touchait différents aspects de nos vies, qui est arrivée quand même de façon brutale, inattendue, puis qui est venue perturber différents volets de notre fonctionnement de la société. Il y en avait eu d'autres crises avant, mais celle-là a été peut-être une prise de conscience qu'à quel point notre santé mentale et notre bien-être n'était pas quelque chose de garanti. Puis,
c'était déjà là, mais ça s'est amplifié depuis ce temps-là. Je pense la prise de conscience de l'impact des changements climatiques, notamment à travers différents événements météo extrêmes, des crises géopolitiques comme celle qui se passe de nom. On a des enjeux au niveau socio-économique, crise du logement, des opioïdes, de l'itinérance. Donc, ça aussi, ça vient teinter notre regard qu'on a sur la société. Puis aussi beaucoup des enjeux au niveau de l'environnement social, numérique, la polarisation. L'exemple que j'ai ici, c'est la montée du masculinisme, comme on a pu le voir avec la série Adolescence, là, qui est sur certaines plateformes. Donc, c'est dans le monde dans lequel on vit. Je ne dis pas que c'est juste les crises à l'échelle collective qui viennent avoir un impact sur notre bien-être, mais ça joue certainement un rôle. On peut résumer aussi, je ne vais pas m'attarder trop, mais vous allez voir que plus tard, quand on cherche des pistes de solutions, c'est intéressant de comprendre c'est quoi nos grands facteurs de stress contemporains qui viennent affecter notre bien-être et plus spécifiquement notre santé mentale pour voir un peu comment on peut contrebalancer ou agir à l'échelle de ces facteurs de stress-là. Les facteurs de stress que nos générations d'avant n'ont pas nécessairement eu à vivre avec cette même intensité-là. Donc, évidemment, on pense à l'omniprésence des écrans dans notre vie sous toutes ses formes, qui vient beaucoup avec le déclin des relations interpersonnelles, la solitude. On peut penser au télétravail, aux relations que nos jeunes ont beaucoup plus en ligne qu'en personne de nos jours. Ou en tout cas, il y a des balancements qu'on n'avait pas auparavant. Ça vient aussi avec une comparaison sociale, une culture de la performance, une montée un peu de l'individualisme, capitalisme, des valeurs axées sur la productivité. Tout ça peut causer du stress. Et là, au-delà de tout ça, ben, la hausse du coût de la vie, la crise du logement, comme on disait, les changements climatiques et toute cette perspective-là d'incertitude ou d'inquiétude par rapport à l'avenir, pas juste en lien avec le climatique, mais aussi l'économique, le social, la montée de la violence, la polarisation qui peut être spécifique à différents groupes là, minoritaires qui vont être victimes de cette polarisation-là, mais aussi les gens eux-mêmes qui, en étant plus polarisés, sont plus enclins à vivre des émotions négatives, puis à être à même se rapprocher de ce qu'on peut appeler de la détresse psychologique ou un trouble mental. Et comme si tout ça, c'était pas assez, bien, on a aussi, devant une apparente hausse, en tout cas des besoins en lien avec tous ces facteurs de stress-là, on a d'un autre côté un manque d'accès aux ressources. Je dis ici, je fais vraiment référence aux ressources publiques et communautaires. Les ressources privées, c'est une autre chose, mais dans ce qui devrait être accessible pour tous, on voit que c'est de plus en plus difficile. Donc, comme on dit, on est mal barré. Et c'est ce qui nous amène à s'intéresser à la santé mentale. Et là, qu'on se comprenne bien, nous, dans notre perspective et dans celle d'une grande majorité des gens en santé publique, c'est quelque chose, c'est un concept beaucoup plus large que absence ou présence de troubles mentaux. Donc, on peut prendre la définition de l'OMS que je passe très rapidement parce que je pense que plusieurs d'entre vous la connaissez, mais globalement, notre état de bien-être au quotidien qui nous permet de faire face au stress normal, qui nous permet de s'épanouir, qui nous permet de sentir qu'on est utile, qu'on contribue à notre société. Donc, c'est à ça qu'on fait référence, un concept qui nous touche tout le monde. On a tous une santé mentale, puis on est tous confrontés un jour ou l'autre à des facteurs de stress ou des épreuves qui peuvent mettre cette santé mentale-là un peu au ballottage ou qui peut être un petit peu plus chancelante. Et c'est dans ce concept-là qu'on ne s'intéressait pas au départ juste aux troubles mentaux, mais aussi aux indicateurs de souffrance psychologique c'est souvent mesuré avec une échelle de détresse psychologique. Je nommerai pas tous les symptômes, mais c'est à peu près des éléments dans les enquêtes qu'on va sonder pour voir si les gens ont de la détresse psychologique. Il y a d'autres enquêtes qui vont plus regarder la présence de symptômes persistants au cours des 2 dernières semaines, souvent en lien avec l'anxiété et ou la dépression, avec des échelles de mesure de différents symptômes qu'on peut mesurer. Et là encore, tout ça, ça ne fait pas référence nécessairement à des troubles mentaux, mais on a aussi des études, des enquêtes, des sondages et d'autres sources de données plus médico-administratives comme le SISMAC là, qui permet d'estimer le nombre de diagnostics en santé mentale, de troubles anxio-dépressifs notamment, ou les visites à l'urgence pour différents types de troubles. Donc ça aussi, c'est toute une autre gamme de données dont on dispose. Et à ça, ben, nous, on a décidé de regarder aussi les prescriptions qui, par exemple, antidépresseurs ou psychostimulants, qui sont aussi des découlants, normalement, là, de diagnostics de TDAH pour les psychostimulants ou de troubles de la sphère anxieuse ou dépressive pour les antidépresseurs.
Donc, je ne vais pas vous passer tout ce qu'on a regardé parce qu'on en aurait pour 4 heures, mais déjà de vous dire qu'est-ce que dans les données de sondage on a pu récolter. Encore une fois, ce n'est que parcellaire. On a pris les plus grandes enquêtes, celles qui sont les plus à jour. Je dis à jour entre guillemets parce que malheureusement, les grandes enquêtes québécoises ont un peu ce défaut-là de ne pas être souvent à jour et on vit dans un monde en plein bouleversement et changement rapide. Donc, je pense qu'il faut interpréter tout ça avec des pincettes. Donc, c'est vraiment plus de regarder l'évolution sur les 10-15 dernières années ici qui est intéressant, mais pas tant de penser que ce que je vous montre comme données, ça s'applique ou ça généralise à ce qu'on vit actuellement aujourd'hui. Donc, par exemple, pour la détresse psychologique, il y a l'enquête québécoise sur la santé des populations. Ce qui est intéressant, c'est que cette enquête-là, elle a été faite en 14-15, puis elle a été répétée en 2020-2021. J'aurais aimé mieux un petit peu après la pandémie, parce que là, évidemment, le deuxième temps de mesure est en pleine pandémie. Mais déjà, on voyait que sur cette plage de temps-là, dans tous les groupes d'âge, autant chez les femmes que les hommes, on avait une hausse significative de la détresse psychologique avec le même instrument de mesure. Un ordre de grandeur à peu près là, de 20 de la hausse de la détresse psychologique, mais on voit qu'elle était plus forte, cette hausse-là, chez nos jeunes de 15-24 ans. Ils n'ont pas sondé les moins de 15 ans, là, mais les 15-24 ans, le groupe le plus jeune d'âge sondé était celui au sein duquel on a observé la plus grande hausse de détresse psychologique. Et pourtant, c'était le groupe qui partait déjà avec les niveaux les plus élevés. Donc ça, c'est probablement pas la première fois que vous entendez ce type de constat-là. Là, après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire, EQSJS. Elle, ça fait 3 fois qu'on la mesure avec les mêmes mesures sur la santé mentale dans les 15 dernières années. Donc, une fois en 2010-11, l'autre avant la pandémie 2016-17 et l'autre 2022-2023. Donc, on était quand même un peu plus là, sorti du pire de ce qu'on a connu pendant la pandémie. Donc, on se rapproche un petit peu plus du contexte actuel. Et ce qui est intéressant, on a demandé aux gens, c'est auto-rapporté, donc c'est sûr qu'il peut y avoir de la surestimation ici, mais on a demandé aux jeunes secondaires, là vous avez les jeunes femmes et ensuite ça sera les jeunes hommes, on leur a demandé, est-ce que tu as un diagnostic qui a été posé là, par un professionnel de la santé d'anxiété, de dépression et de TDAH. Donc, pour les jeunes filles, vous voyez que pour ces 3 famille de diagnostics-là, on voit que la tendance à auto-rapporter ce type de trouble mental-là est clairement à la hausse. Si je regarde celui qui a monté le plus fortement, c'est l'anxiété, avec plus 166 %. Donc ça veut dire presque 3 fois plus. Là, on voit que ça a passé de à peu près autour de 10 à autour de 30 sur 10-15 ans. Et on voit que même le TDAH a aussi quand même assez augmenté. Je ne vous montre pas l'estrie parce qu'on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur en termes d'évolution puis de fréquence du phénomène. Pour les jeunes hommes, ce qu'on voit, c'est que l'anxiété a monté, mais entre la première et la deuxième enquête, puis ensuite semble s'être stabilisée, alors que le TDAH, lui, semble monter de façon continue. Donc, on est à peu près le double de jeunes hommes par rapport à 2010-2011 qui rapportent avoir un diagnostic de TDAH. Mais c'est aussi l'ampleur. Si vous voyez dans l'enquête 2022-2023, ça fait en sorte qu'il y a presque un jeune homme du secondaire sur 3 au Québec qui, selon lui, souffre d'un trouble de TDAH qui aurait été diagnostiqué. Là, je vous saute plein d'autres données pour ne pas vous étourdir. Je voulais vraiment mettre l'accent sur la consommation d'antidépresseurs. Ça, c'est important avant qu'on aille là de vous nommer que ces données-là, c'est grâce à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux là, qui, avec une petite subvention, on a pu acheter, si on veut, des données de IQVIA. Je ne sais pas si je le prononce bien, IQVIA en tout cas, qui est à l'international, mais qui a aussi son volet canadien. Et IQVIA, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser les données de 80 de toutes les pharmacies en communauté, là, les Jean Coutu, Pharmaprix, Uniprix de ce monde. Donc, 80 c'est énorme. Et puis, ils font une technique d'estimation pour faire de l'inférence sur 100 de la population. Et là, avec ça, on est capable, vous allez voir, depuis 2019, de suivre la prévalence ou le pourcentage de personnes au Québec et ou en Estrie, j'ai les données pour l'Estrie puis pour le Québec, qui ont consommé au moins une fois des antidépresseurs au cours de la dernière année. Donc, qui ont eu une ordonnance remplie d'antidépresseurs. Là, on ne sait pas s'ils l'ont mis dans leur bouche, mais en tout cas, ils sont allés à la pharmacie puis ils ont rempli une ordonnance. Peu importe leur type d'assurance, ils sont rendus à la pharmacie et ils ont reçu le pot de pilule d'antidépresseurs au moins une fois dans l'année.
Donc ça, c'est quand même assez intéressant et c'est là, je trouve, qu'on a commencé à se questionner un peu plus sur la surmédicalisation. Donc, antidépresseurs chez nos jeunes femmes au Québec. On regarde de 2019 à 2024. Là, je me rends compte que le titre dit 2018-2019, je le corrigerai, mais c'est vraiment l'année calendrier 2019 à l'année calendrier 2024. Donc là, on a des données jusqu'en décembre 2024. Là. Ça ne peut pas être plus à jour que ça. Et ce qu'on voit, il y a eu une hausse globale quand même dans plusieurs groupes d'âge, mais les groupes les plus touchés dans ce qu'on avait comme données, c'est les 12-17 ans et les 18-24 ans. Là, on est chez les jeunes femmes. Donc, chez nos 12-17 ans, pour vous donner un exemple, au fil des 5, sur un étendu de 6 ans, là, de 2019 à 2024, on voit qu'il y a une hausse de 68 si je peux vous le mettre un peu plus en chiffres, là, chez les 12-17 ans, c'est quand même assez jeune là, pour la consommation d'antidépresseurs. On était un petit peu au-dessus de 5 pour finir un petit peu au-dessus de 10 en 2024. Et on voit que ça tend à toujours augmenter un petit peu. On a le même son de cloche pour nos 18-24 ans chez lesquels on voit qu'il y a une augmentation à chaque année. Et vous remarquez que même si la pandémie elle est terminée, l'augmentation, elle continue. Là, je ne vous ai pas fait un cas de l'estrie, mais je tiens quand même à vous dire que nos pourcentages estriens chez les jeunes femmes sont systématiquement plus élevés que ceux qu'on observe à l'échelle de tout le Québec. Systématiquement plus élevés. Et je ne vous ai pas non plus montré ça, mais ce qu'on voit, c'est qu'à partir de l'âge de 25 ans et plus, même si ce ne sont pas les groupes où on a vu le plus d'augmentation au fil du temps, ça demeure nos groupes qui consomment beaucoup d'antidépresseurs. Donc, à partir de l'âge de 25 ans, en estrie, c'est 30 à 35 des femmes qui consomment des antidépresseurs et c'est vrai jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc, en fait, si je peux résumer en d'autres mots, nos jeunes femmes, autant en Estrie qu'ailleurs au Québec, commencent à consommer plus précocement, plus jeunes des antidépresseurs qu'auparavant. Et on voit qu'ensuite, ça semble perdurer dans le temps. Là. Donc, ça l'augmente en termes de prévalence jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis ensuite, ça demeure assez stable avec des prévalences, comme je vous dis, d'à peu près une femme sur 3, grosso modo, pour l'Estrie. Pour nos jeunes hommes, là, je reviens, on prend un petit pas de recul pour le Québec, toujours de 2019 à 2024. Bien, là aussi, oui, les pourcentages sont moins élevés que chez les femmes, mais on note quand même une augmentation autant chez nos 12-17 ans que nos 18 à 24 ans. Quand même une augmentation de 43 d'antidépresseurs là, chez nos jeunes du secondaire qui continuent à chaque année à augmenter. Et encore une fois, si je compare l'Estrie avec la province dans son ensemble, on a 15 à 20 de nos hommes à partir de l'âge de 25 ans qui consomment des antidépresseurs en Estrie. Donc non, ce n'est pas la consommation d'antidépresseurs quelque chose d'uniquement féminin, là, pas du tout. Et si je prends encore plus un pas de recul pour dire tous âges confondus au Québec, ben c'est 24 d'augmentation de consommation d'antidépresseurs selon les données d'IGVIA depuis 2019. Ça fait quand même 1,6 million d'utilisateurs en 2024 pour le Québec. Et juste pour l'Estrie, un petit peu plus de 100 000 personnes qui consomment des antidépresseurs, donc une personne sur 5, tout âge confondu en Estrie. Et là, je ne disais pas tous les chiffres, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que quand on voit que c'est pas juste d'en consommer, mais on est capable aussi de voir est-ce que les gens consomment, est-ce que c'est tout récent, est-ce que ça a duré seulement 6 mois, 1 an? Mais non, je vous dirais que à partir de l'âge de 25 ans, c'est pratiquement la moitié des gens qui en consommaient depuis au moins 2 ans et cette proportion-là ne fait que s'amplifier avec le temps. Donc, on parle ici probablement d'une consommation qui est sur le long terme pour la majorité des gens, là, du moins à partir de l'âge de 25 ans. Mais même chez les 12-17 ans, selon les données d'IGVIA, près du tiers en consommait déjà depuis 2 ans. Donc, il y a quelque chose quand même à questionner ici. Psychostimulants. Si vous étiez surpris pour les antidépresseurs, bien, vous allez l'être autant pour les psychostimulants. On se rappelle que psychostimulants, habituellement, c'est prescrit pour les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et ce qu'on voit chez nos jeunes femmes, bon, on a une hausse, même chose, là, de 2019 à 2024, on a une hausse. Notre groupe, où est-ce qu'on a la hausse la plus importante, c'est les 25-44 ans.
Donc, on partait quand même à des niveaux un petit peu plus bas, là, un petit peu en bas de 5 puis là, maintenant, on se rapproche du 10 donc ça l'a presque doublé au fil du temps. C'est à suivre de près. Et l'augmentation, elle est aussi notée chez nos jeunes secondaires ou nos jeunes adultes de 18-24 ans, là, chez les femmes. C'est juste que le pourcentage d'augmentation en termes relatifs est un peu moins important, au départ, c'est des personnes qui en consommaient davantage, même en 2019. Donc, si je le redis autrement, pour l'année 2024, là, au Québec, on est à peu près à 15 des jeunes filles au secondaire qui consomment des psychostimulants, pardon, selon toujours des données assez objectives. Et pour l'Estrie, même affaire, on voit que le pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes qui se voient prescrire et qui consomment des psychostimulants, c'est plus élevé que ce qu'on a ailleurs au Québec. Donc, au lieu d'être autour de 15, quelques pourcents pour le Québec, en Estrie, c'est 22 de nos jeunes femmes au secondaire qui consomment des psychostimulants. Et là, pour les jeunes hommes, on voit que la tendance est exactement la même, mais avec des ampleurs ou des proportions beaucoup plus élevées. Donc oui, ça augmente dans tous les groupes d'âge, chez nos jeunes hommes jusqu'à l'âge de 44 ans. Ça a augmenté de 78 chez nos 25-44 ans. Mais ce qui me frappe surtout, c'est le pourcentage. Donc on voit qu'en 2024, au Québec, on était à peu près à pas loin d'un jeune homme sur 4 au secondaire qui consommait des psychostimulants. Et pour l'Estrie, cette proportion-là est de 32 Ça, comme je vous dis, je me suis dit, y a-t-il une erreur? Mais c'est vraiment des données de pharmacie. Donc, il y a 32 de nos jeunes garçons en Estrie qui sont allés remplir au moins une ordonnance de psychostimulant en Estrie en 2024, l'année calendrier. Et ça tend à augmenter. J'ai bien hâte de voir les données 2025 d'ailleurs. Donc, globalement, si je mets tout ça ensemble pour l'ensemble de la province, c'est 46 d'augmentation pour les psychostimulants. Et juste pour l'Estrie, on est à peu près à 40 000 utilisateurs, donc c'est quand même pas rien. Et encore une fois, on voit que c'est l'utilisation qui semble quand même se prolonger sur le long terme, autant chez les jeunes du primaire qui en consomment qu'au secondaire et même à l'âge adulte. Donc, à peu près, là, grosso modo, la moitié ou un petit peu plus que la moitié des gens qui en consomment pendant au moins 2 ans. Donc, assez de chiffres, mais quand même, je ne sais pas si vous êtes arrivé un peu aux mêmes conclusions que nous, que c'est pas de consommer ces médicaments-là qui est problématique, mais de voir les tendances aussi rapides à la hausse dans la société, c'est plus ça qui nous a questionnés. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne fait pas face à une double problématique? Un double enjeu d'une réelle augmentation de la souffrance psychologique d'une part. Nos enquêtes montraient qu'il y a quand même plus de détresse psychologique. On a toutes sortes d'autres signaux aussi dans la société, comme quoi, en particulier, nos jeunes souffrent davantage au niveau psychologique. Mais on pense aussi que d'un autre côté, il y a probablement une hausse des consultations et des prescriptions, là je dis entre guillemets, en santé mentale, mais plutôt pour des problématiques de santé mentale ou des troubles mentaux, ou ce qu'on pense être des troubles mentaux, ce qui est un peu le point des prochaines diapos. Donc, tout ça, ça nous amène à mettre en relief l'hypothèse comme quoi on fait probablement face à un phénomène de surmédicalisation qui est à la fois un enjeu de surdiagnostic et de surtraitement. Donc, est-ce qu'on ne fait pas face à une tendance à poser trop rapidement des diagnostics qui sont contre-productifs pour des maladies qui ne sont peut-être pas réellement encore au stade d'une maladie ou qui auraient pu être gérées sans que ça porte étiquette de la maladie? Et même chose sur traitement, est-ce qu'on n'a pas tendance à traiter, notamment avec un traitement pharmacologique, une maladie qui aurait pu être traitée ou prise en charge autrement? Et tout ça m'amène évidemment assez rapidement à faire le lien avec plusieurs écueils qu'on a au niveau de notre capacité comme système de santé à répondre aux besoins qui sont exprimés. Parce que ça, c'est des gens qui expriment des besoins, qui font une recherche d'aide et qui finissent par recevoir un diagnostic et un traitement. Donc, c'est sûr que vous allez voir dans les prochaines diapos, mais le contexte de rareté de la main-d'œuvre, de glissement du personnel vers du public vers le privé, d'une culture qui est encore très mais centré sur le médical et centré sur les soins hospitaliers en santé mentale plutôt que sur les soins plus en communauté, les soins et services. Tout ça sont un peu des concepts sous-jacents aux hypothèses qui pourraient expliquer la surmédicalisation que je vous présente à l'instant. Donc, vous allez voir, on a 5, c'est des hypothèses. C'est là qu'on veut vous entendre, là, des hypothèses quand même basées sur différentes observations, des commentaires issus du terrain ou des avis d'experts, mais quand même, ça demeure des hypothèses qui n'ont pas été testées là, à proprement parler avec nos données. Donc, on vit dans un monde où la pression sociétale, tu sais, je veux dire, il ne faut pas mettre tout le blâme sur le système de santé. Il y a une pression sociétale quand même assez grande, avouons-le, où assez rapidement, on cherche à
à mettre un mot sur la souffrance des gens, de trouver une explication médicale à cette souffrance-là. On a quand même aussi des systèmes de santé, mais aussi scolaires, entre autres, et j'oserais peut-être même dire au niveau des ressources humaines, on essaie pour justifier des absences ou avoir accès à certains services plus rapidement. D'avoir un diagnostic, ça aide, ça justifie, ça vient apporter un rationnel et des fois, c'est même une condition requise pour avoir accès aux services. Mais fondamentalement, ce que j'entends aussi beaucoup, entre autres, de pédopsychiatres, c'est que les parents sont surchargés. J'en suis une et je comprends très bien, mais on a tendance à vouloir, si on trouve une maladie, bien, ça veut dire qu'il y a un traitement qui vient avec. Donc, la pensée, c'est souffrance, maladie, maladie, traitement. Traitement égale ça va guérir ou ça va aider, puis on va revenir à un état plus normal, fonctionnel. Alors qu'au bout du compte, ce qu'on aimerait beaucoup plus faire, c'est dire, bien, si votre enfant affiche une certaine souffrance, c'est probablement parce qu'il y a des besoins sous-jacents qui ne sont pas bien répondus. Des besoins d'amour, d'attachement, de sécurité, de reconnaissance, de sens, des besoins de bouger, des fois, des besoins aussi de base que ça. Et tant qu'on ne répond pas bien à ces besoins-là, de faire le traitement, on va juste mettre un petit pansement sur le bobo. Donc ça, c'est intéressant parce que ce qu'on a l'énergie puis la propension comme parent, comme professeur, comme adulte soutenant pour les jeunes à vraiment réellement à chercher à comprendre les besoins et surtout mettre les ressources qu'il faut pour bien répondre à ces besoins-là. C'est une grande question philosophique, mais je pense qu'il faut se la poser. Le deuxième mécanisme super important à avoir en tête, c'est que on a au niveau diagnostic, au niveau médical, des outils qui sont plus performants, entre guillemets, plus performants, mais qui causent probablement aussi la surmédicalisation. Donc, je pense entre autres au DSM-5, le fameux manuel de diagnostic en santé mentale pour poser les diagnostics de troubles mentaux. Donc, à travers la révision de ce DSM-5-là, il y a quelques années, bien, on a augmenté le nombre de diagnostics, on a assoupli les critères. Tout ça est fait en sorte que c'est plus facile de répondre aux critères diagnostiques puis de dire, bien, cette personne-là, je pourrais lui diagnostiquer tel trouble mental parce que le trouble vient d'apparaître et où les critères sont moins sévères qu'avant. Et il y a même certains écrits scientifiques qui questionnent. Je tiens à dire que j'ai des écrits à l'appui, si vous voulez savoir, je pourrais vous les mettre, là, mais qui questionnent est-ce qu'il n'y aurait pas une influence de l'industrie pharmaceutique parce qu'à quelque part, pour faire de l'argent, ils doivent vendre de la médication et de la médication, c'est la plupart du temps basé sur un diagnostic. Donc, si on a des diagnostics plus faciles à poser, on a plus de chances de pouvoir vendre nos médicaments, aussi simple que ça. Le mécanisme numéro 3, c'est, oui, je pense que on se ramène un peu plus à notre système de soins, le positionnement très central de nos médecins de famille. C'est aussi beaucoup d'actualité. Je ne sais pas ce qui va se passer avec la loi 2. Vous allez voir que moi, ça me fait quand même pas mal peur pour la santé mentale. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, c'est un estimé, mais on estime que 40% des consultations en première ligne auprès des médecins de famille ont une composante pour trouble mental, mais aussi, ça c'est les données d'IQVIA qui le disent, 80% de toutes les ordonnances d'antidépresseurs, là, tout ce que je vous ai montré tantôt, 80%, c'est prescrit par un médecin de famille. Donc, c'est pas par les pédiatres, les psychiatres qu'on a prescrit le plus, c'est vraiment au niveau de la médecine de famille, ce qui fait du sens parce que c'est une première ligne qui voit beaucoup d'enjeux en lien avec les troubles mentaux ou la souffrance psychologique. Donc, les médecins de famille, même s'ils vivent différents enjeux, demeurent quand même un peu à l'épicentre de la prescription d'antidépresseurs et de psychostimulants. Et j'ai absolument rien contre les médecins de famille ou les médecins. Je suis moi-même un médecin, mais c'est sûr que si le médecin reste, l'approche de première ligne reste très centrée sur le médecin, bien, le médecin dans sa formation est quand même formé pour essayer d'établir un diagnostic puis d'établir un plan de traitement. Puis dans l'arsenal thérapeutique du médecin, c'est sûr que la pharmacothérapie en fait partie assez facilement. Donc, on peut penser qu'un jeune ou un adulte en souffrance qui aurait comme première ligne de service un intervenant avec une formation plus de nature psychosociale, de psychoéducation, psychologue, travailleurs sociaux, on pourrait penser qu'on serait plus dans une logique d'analyse et de réponse aux besoins d'abord et avant tout, avant de chercher un diagnostic et un plan de traitement. Donc, c'est par la formation là, qu'on peut avoir le positionnement très central des médecins de famille peut jouer un rôle. Ensuite, bien, ça aussi, c'est très propre à notre système de santé et à d'autres systèmes de santé dans le monde, mais on a quand même des défis d'accessibilité puis de continuité, en ce sens qu'on pourrait dire
ben voyons, si les médecins de famille sont plus difficilement accessibles qu'auparavant, ils devraient avoir moins de prescriptions, n'est-ce pas? Mais oui et non, parce qu'on finit souvent par l'avoir, notre prescription, mais on va l'avoir en sans rendez-vous, on va l'avoir en visite à l'urgence ou même de la télémédecine. Il y a plein de façons de nos jours où on peut avoir rapidement. Et moi, je pense que ce système-là où c'est difficile d'avoir un rendez-vous plus approfondi, où est-ce qu'on fait le tour de la question plus que quelques minutes, mais le contexte fait en sorte que c'est difficile d'avoir ce genre d'échange-là avec nos médecins de famille, ce qui fait en sorte que qu'est-ce que vous pensez? Je me mets dans leur position. Avec quelques minutes, une personne qui arrive en souffrance, qui a probablement attendu longtemps avant de nous voir, ben, c'est difficile de bien cerner la problématique. On ne sait pas si on va le revoir nécessairement, donc le surdiagnostic peut s'immiscer de cette façon-là. C'est difficile de trouver des solutions alternatives à la médication en peu de temps. Donc, on peut avoir des enjeux de surprescription, mais c'est aussi difficile de revoir la personne parce que si on savait qu'on peut revoir la personne dans 2, 3 semaines, que notre équipe va pouvoir la recontacter pour s'assurer que tout va bien, on pourrait dire, bien, avant de poser un diagnostic ou établir un traitement pharmacologique, on va essayer 2, 3 autres affaires, on va te rappeler, on réévalue dans 1 mois, par exemple, puis peut-être qu'à ce moment-là, la situation va évoluer de telle sorte qu'on ne va plus vers un diagnostic ou de la prescription, mais le suivi, la continuité des soins dans un contexte de sans rendez-vous, de visite à l'urgence ou de guichet d'accès première ligne, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je ne pense pas que c'est une mauvaise pratique, mais dans ce contexte-là, la prescription d'antidépresseurs devient un outil quand même qui est rapide, qui est efficace, qui est simple, qui est accessible pour apporter un répit à la souffrance qu'on a devant nous. Je dis, je ne suis pas médecin de famille, mais je me mets de façon empathique dans la peau un peu de nos médecins de famille. Après ça, ben, nos systèmes d'assurance, c'est super important qu'on le nomme. Là, ben, le système d'assurance et le système de santé publique en général font en sorte que si je souffre et que j'aimerais avoir accès à une thérapie, bien, la psychothérapie elle est plus difficilement accessible dans notre système de santé publique. Là. En fait, c'est très rare là, que les gens, ou c'est pas très rare, mais c'est plus rare que les gens vont avoir accès à des services de psychothérapie offerts, fournis par le système public, mais c'est aussi nos systèmes d'assurance. Nos systèmes d'assurance, quand on y pense, vont rembourser bien plus facilement la médication, les antidépresseurs. On peut penser à la RAMQ, le système RAMQ qui va rembourser les antidépresseurs et les psychostimulants, mais pas la psychothérapie. Et nos assurances privées aussi vont avoir un plan beaucoup plus avantageux pour dédommager ou rembourser les antidépresseurs que la psychothérapie. Fait qu'on le voit un petit peu à la diapo ici, mais pourtant, la psychothérapie et les antidépresseurs, par exemple, pour une dépression qu'on qualifierait de plus modérée, qui n'est pas trop sévère, ça pourrait les deux être indiqués de commencer avec un et ou l'autre, puis ensuite le réajuster. Les deux sont efficaces. Il y en a un qui agit sur les neurotransmetteurs dans le cerveau, l'autre va agir plus au niveau de la régulation des émotions, attitudes, comportements. Mais quand on regarde les coûts, ben, la psychothérapie, ça va aller jusqu'à 180 la séance. Puis même après remboursement, si on a des assurances privées, ça nous coûte quand même 20 à 40 par séance. Puis habituellement, même les bons régimes d'assurance privée vont nous rembourser quelques séances par année, par exemple 1000 par année, quelque chose comme ça. Donc, on peut rapidement là, atteindre le quota puis avoir à payer des séances en entier. Puis ça, je répète, c'est pour ceux qui ont des assurances privées parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas. C'est remboursé a posteriori, donc tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens aussi de s'endetter le temps d'avoir la psychothérapie. Et tout ça dans un contexte où on a accès à de la psychothérapie parce que bien souvent, on a un délai d'attente même au privé. Les antidépresseurs efficaces, mais quand on le met par mois, là, il y a selon quel médicament, mais si j'en prends un qui est assez fréquent, ça reviendrait à peu près à 30 sous par dose après remboursement, puis tout le monde a droit à un remboursement avec la RAMQ et ou assurance privée. Et par contre, il y a quand même plusieurs choses qu'on ne dit pas quand on prescrit, qu'on ne dit pas surtout si on a quelques minutes, mais qu'il y a un délai d'action, ça va agir seulement après quelques semaines. La durée de traitement, ce n'est pas quelque chose dans lequel on s'embarque habituellement pour 2, 3 mois, c'est au moins pour 6 mois, puis habituellement, comme vous voyez, ça peut durer plusieurs mois, voire années. Ça vient avec des effets secondaires, ça vient avec un sevrage, pas psychologique, mais physique, donc on ne peut pas arrêter de prendre le médicament comme on le souhaite. Il faut avoir un certain accompagnement. Puis moi, je pense que c'est un des enjeux. Là, on a de la misère à aider les gens à arrêter leur sevrage parce que le suivi en clinique est plus difficile. Et ça a certaines limites thérapeutiques dans le sens que si on agit sur les neurotransmetteurs, mais si on n'a pas corrigé à la base le problème, la journée où on arrête la médication, on ne peut pas être garanti que la situation va mieux aller. Et tout ça a quand même un coût important pour la société. Là. Quand c'est remboursé, il y a quand même
il y a une personne qui se met riche là-dedans, puis c'est la personne à la tête de l'industrie pharmaceutique. J'étais quand même à faire un petit clin d'œil sur le fait que j'étais bien contente de voir que dans la stratégie nationale de prévention en santé qui viennent de sortir, là, donc 2025-2035, moi, il me semble que c'est la première fois que je voyais qu'on parlait de, oui, prévention primaire, secondaire, tertiaire, qui sont quand même des classiques en prévention, mais à ça, on ajoute la prévention quaternaire qui vise spécifiquement à éviter la surmédicalisation. J'ai fait une recherche par mots-clés dans le document, on n'en parle pas abondamment, mais je trouve quand même de parler de la prévention quaternaire au sein d'une stratégie nationale de prévention, moi, ça m'a rassurée, ça m'a donné un certain espoir. Donc, ce dont on parle beaucoup dans la prévention quaternaire, c'est de la déprescription, c'est de dire, ben, c'est correct des fois d'avoir accès à un certain traitement pharmacologique, puis on ne parle pas juste ici en santé mentale, mais on doit être capable de aussi déprescrire quand la médication n'est plus absolument requise ou pertinente. On doit être capable de peut-être éviter la prescription pour des enjeux passagers, aider à trouver des solutions alternatives ou complémentaires à la médication, de réduire les doses lorsque celles-ci deviennent trop fortes, d'être capable d'arrêter la prescription quand c'est plus nécessaire, de soutenir le sevrage. Puis comme ça revient toujours un peu à avoir un plan de rétablissement de la personne qui mise sur d'autres stratégies que juste la médication. S'il y en a qui sont intéressés par ça, là, il y a Nous et la médication, là, que c'est un site francophone qui est très bien, qui est fait par les ressources alternatives en santé mentale, donc qui explique bien de façon des deux côtés de la médaille, tout ce qu'on a à savoir par rapport à la médication pour être capable de faire un choix éclairé, puis aussi de prendre conscience de toutes les stratégies non pharmacologiques qui sont à notre portée. Comme je disais, soit en alternative à la médication ou en complément. Des fois, la médication est nécessaire, mais si on travaille sur d'autres aspects en même temps, peut-être que ça va nous aider à cesser la médication un petit peu plus vite. Donc, modèle de soins, un petit peu ce qu'on a en tête. C'est pas parfait, mais je vous les glisse ici comme ça. Mais pour être en cohérence avec les mécanismes qu'on a mis de l'avant, un modèle de soins de première ligne plus adapté. Puis là, vous allez dire qu'on rêve un peu, que je rêve en couleur avec ce qui se passe actuellement. Mais redorer la profession de médecin de famille, bon, tu sais, je pense que vous avez peut-être vu aujourd'hui ce qu'on comprend, c'est que la loi 2, la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens, viennent de mettre fin à toute forme de discussion parce que ça avançait pas assez bien. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour la médecine de famille en première ligne. Ça fait peur un peu, mais normalement, on voudrait plus aller dans la tendance inverse de redorer la profession pour qu'on puisse avoir davantage accès à des médecins de famille, puis des médecins de famille pas juste en contexte de sans rendez-vous, mais vraiment avec une prise en charge comme ce qu'on a déjà connu par le passé. Puis je pense qu'avec la loi 2, ça remet encore plus de l'avant le fait qu'on doit miser sur une approche de première ligne qui est plus interdisciplinaire. Donc, je ne parle pas juste d'avoir des infirmières IPS, par exemple, qui font de la première ligne, mais d'avoir au niveau psychosocial différents types d'intervenants qui ne sont pas nécessairement dans un modèle biomédical comme une approche à la souffrance psychologique dans un premier temps. Si on veut plus de psychologues au privé, pardon, c'est un méchant lapsus, mais pas lapsus, mais j'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire, plus de psychologues au public, c'est sûr que là, il y a des admissions qui sont quand même difficiles au niveau du doctorat limité, donc on n'a pas tant d'étudiants au doctorat en psychologie. Puis, ce que je comprends, c'est qu'ils ne font pas nécessairement tous beaucoup d'expositions au milieu public. Et après ça, une fois qu'on a notre doctorat en psychologie, d'être capable de favoriser la pratique. Donc, oui, il y a une histoire de rémunération, mais aussi d'autonomie à ce qu'on comprend pour que les psychologues aient davantage le goût de travailler dans le réseau public. Après ça, il y a d'autres choses que les psychologues. Il y a des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des gens qui peuvent avoir une certification en psychothérapie. Donc, je pense d'élargir un peu le recours à d'autres types de professionnels qui sont qualifiés pour la psychothérapie. Mais de façon encore plus large, miser sur des options thérapeutiques qui sont non pharmacologiques, que je vais pouvoir vous présenter à l'instant, mais ça peut aller jusqu'à la luminothérapie, des programmes structurés d'activité physique, le yoga et plein d'autres choses que je vais vous montrer tantôt.
Les proches aidants, c'est super important. Là, je pense que quand on fait face à des enjeux de troubles mentaux, on doit travailler avec la communauté, mais on doit aussi travailler avec la famille, les proches aidants qui deviennent vraiment des acteurs incontournables. Donc, ça aussi, je trouve qu'on n'a pas encore dans notre modèle de première ligne, là, il n'y a pas énormément de place bien systématique pour ça. Puis le plus important, à mon avis, c'est le huitième de autant dans une logique de prévention, là, quand quelqu'un se met à aller mal ou avant même qu'il aille mal, et après ça, une fois que la personne va moins bien, pour favoriser son rétablissement, son retour à une vie un peu plus à son goût, là, pour l'aider à s'épanouir, on n'a pas le choix de plus travailler avec des modèles qui sont ancrés dans nos communautés, un peu ce qu'on avait historiquement avec nos CLSC, c'est encore ça, mais qui sont un petit peu plus dégarnis qu'avant, mais de travailler avec les organismes de la communauté, d'agir sur les déterminants sociaux, le logement, la réinsertion au travail, l'épanouissement à l'école. Ça ne peut pas faire du sens de parler de bien-être de notre collectivité si on fait juste parler de diagnostic puis de traitement pharmacologique. Là, le graphique n'est pas très beau. C'est un passage de Mac à non-Mac qui a fait ça, mais je veux aussi qu'on se rappelle collectivement que notre système de soins, bien, il y a des impacts limités sur notre bien-être en général. Donc, j'aime toujours me rappeler que sur les 30 ans d'espérance de vie qu'on a gagné au cours du dernier siècle, il y en a 8 qui sont attribuables à l'amélioration du système de santé, mais 22 qui sont attribuables à peu près tout sauf le système de santé, donc l'environnement physique, l'environnement social, bon, l'aspect biologique, génétique, c'est 15%, c'est lui qui est un peu dénaturé dans ce que vous voyez dans le graphique, mais bref, on doit absolument agir sur nos environnements sociaux et nos environnements physiques, mais pour la santé mentale, je dirais environnements sociaux et économiques pour espérer avoir des gains en santé mentale. Et ça, bien, ça peut commencer. Je vais l'effleurer tout au plus, puis on pourra y revenir avec les questions parce que je vois le temps qui passe, mais déjà d'être dans un mode, pensons-y, dans nos milieux de travail, milieux à l'école, communautaire, dans notre voisinage, de se permettre d'être un peu plus à l'écoute au quotidien des émotions qu'on peut vivre ou que les gens autour de nous peuvent vivre, au lieu d'attendre d'être dans le rouge, puis d'aller chercher des soins, être capable de reconnaître que des fois, avec notre petit baromètre intérieur, on commence à être dans le jaune ou dans l'orange, on commence à moins bien aller, surtout si ça perdure plus qu'une journée ou deux. Et c'est déjà là qu'on devrait se mettre dans le mode j'ai le droit de prendre soin de moi ou j'encourage les autres à prendre soin d'eux, à ralentir le rythme, à se ressourcer. C'est la base de la base, mais on a beau le dire dans la vraie vie, si vous regardez autour de vous, si vous regardez vous-même, disons qu'on a pas mal plus tendance à suivre nos pas sur la montre, suivre, peut-être certaines personnes vont suivre leur poids, suivre leur rythme cardiaque, mais on doit aussi suivre notre baromètre de notre bien-être. L'autre chose, je pense, qui va être à travailler énormément, c'est un petit peu philosophique ou à large échelle, mais je pense qu'on peut l'appliquer aussi dans notre quotidien, c'est notre relation par rapport au bonheur, un peu la marchandisation du bonheur. Donc, faut arrêter ça. Là, je comprends que les réseaux sociaux laissent croire que le bonheur, c'est de tout ce qui est extraordinaire. J'ai plein d'amis, je voyage, tout va bien, mes enfants sont performants, ils font du sport et tout ça. C'est les réseaux sociaux qui nous amènent à partager juste les aspects les plus positifs, puis à faire des algorithmes qui font que tout le monde voit ça. On doit se rappeler que ce n'est pas réaliste, puis que le bonheur au sens du bien-être ou au sens de la santé mentale définie par l'OMS, c'est, je le répète, c'est de savoir qu'on peut réaliser son plein potentiel, sentir qu'on peut faire face à un stress normal, sentir qu'on contribue à notre communauté. Donc, c'est vraiment plus une posture, un état d'esprit que les plaisirs et le loisir et l'émotion positive en tout temps. Quelques mots sur se ressourcer, puis je vais terminer là-dessus, mais se ressourcer, c'était la campagne du mouvement Santé mentale Québec là, de la dernière année. Donc, à quel point c'est important de se ressourcer, surtout devant tous les facteurs de stress contemporains. Puis ça, bien aussi, nos milieux doivent permettre un certain espace pour le ressourcement. Et je fais des conférences au complet là-dessus, donc là, c'est juste pour vous les nommer, mais on n'ira pas en détail. Mais quand on parle de ressources qui sont à portée de tous, qui sont non pharmacologiques et qui, je pense, pourraient vraiment être davantage prônées par notre milieu clinique, c'est bien évidemment les saines habitudes de vie, mais dans une logique de santé mentale et de bien-être, la connexion à la nature, la connexion sociale, la connexion à l'art et la culture. Et ça, je fais quand même un petit clin d'œil parce qu'il existe justement des systèmes de prescription prescrit nature. Donc, les médecins, de plus en plus, peuvent prescrire la nature pour avoir un effet de diminution du stress. Les médecins peuvent prescrire ce qu'on appelle des prescriptions sociales pour que leurs patients puissent davantage
s'insérer dans des activités de bénévolat, de cuisine collective, etc., les médecins peuvent aussi maintenant prescrire les visites au musée ou même prescrire des concerts de musique. Donc, c'est des mouvements tranquillement qui voient le jour parce que c'est démontré que ça a des effets thérapeutiques ou des effets préventifs si on n'est pas encore au niveau de la maladie, qui peuvent être bien des fois tout aussi importants que ceux de la médication, mais qui apportent aussi un réel changement, je dirais, ou un apprentissage qui peut être utile le reste de ses jours et pas seulement le temps de la médication. Si je mets tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, puis je l'amène à mon exemple un petit peu licorne auquel j'aimerais qu'on ait accès, mais je pense qu'on ne devrait pas être si loin du but. Si je prends une Raphaël, 20 ans, étudiante, elle vient de passer ou est au cégep, elle s'inscrit pour l'université, elle est full stressée, elle a des symptômes anxio-dépressifs, pas nécessairement un trouble, mais elle a plusieurs symptômes, elle vit des conflits relationnels, elle obtient rapidement un rendez-vous en première ligne. La première fois qu'elle voit, c'est pas nécessairement son médecin dit, ah, j'aimerais ça que tu parles à notre travailleuse sociale, j'aimerais ça on va regarder un petit peu avec toi les différentes ressources en fonction de tes intérêts, de mieux dormir, de faire certaines lectures qui vont t'aider à comprendre certains trucs, pratiquer la pleine conscience, marche en nature. Donc, bref, des ressources un peu calquées sur ses intérêts à elle. Elle rencontre une travailleuse sociale, elle est réévaluée quelques jours après par quelqu'un de l'équipe du GMF, puis réévaluée en clinique un mois après. Puis finalement, on constate que tout n'est pas réglé, mais qu'il y a une certaine amélioration progressive de son état. Et finalement, Raphaël apprend à gérer avec toutes sortes de ressources non pharmacologiques. Donc, message clé, je termine là-dessus. On a plusieurs crises sociales actuelles et du passé qui sont venues teinter notre bien-être individuel collectif. On voit par différents indicateurs une hausse de la souffrance psychologique, mais aussi une hausse de la tendance à diagnostiquer et à traiter cette souffrance psychologique-là. On ne peut pas mettre juste la faute sur le système de santé, on a aussi nos systèmes d'assurance, mais notre société plus largement qui encourage tous à leur manière la surmédicalisation en santé mentale. Ça fait en sorte que les réels besoins sont sans réponse ou pas totalement répondus et qu'en plus de ça, notre système fait de plus en plus face à une escalade de demandes et de coûts qui pourtant pourrait être évitable et qu'on a plusieurs ressources dites non pharmacologiques qui permettent de maintenir et d'améliorer la santé mentale et qu'on gagnerait à davantage exploiter. Donc, tout ça, ça fait partie d'un chapitre vous le voyez ici, là, de l'Institut universitaire. Ben, je pense que je ne suis pas bonne pour bien l'expliquer, mais Vitam, en tout cas, bref, c'est un collectif de recueil de différents avis d'experts, expertes sur les soins de première ligne. C'est une mine d'or pour ceux qui s'intéressent au sujet. Donc là, moi, j'ai juste un chapitre dans toute cette histoire-là, mais ça résume ou ça va un petit peu plus en détail sur ce que je vous ai dit aujourd'hui.